Salut à tous, c'est Karine pour un nouvel épisode de Passion Patrimoine. Aujourd'hui, un hors-série avec une personne atypique, étonnante, je dirais même. Il s'appelle Yvan Boutier de la société Finarena. Bonjour Yvan. Bonjour Karine. Moi je suis ravie, ça fait un petit bout de temps qu'on avait programmé ce podcast. C'est vrai. Et cette émission aujourd'hui risque d'être assez passionnante parce que tu as un parcours quand même rectiligne et en même temps, comme je le disais tout à l'heure, assez étonnant qui correspond à ta personnalité. C'est ça. Qui est très paradoxale. Et du coup ça donne quelque chose avec une belle identité. On va y revenir. Alors déjà, comme d'hab, on part de ton parcours. Je disais tout à l'heure rectiligne, bah ouais, parce qu'en fait, dès le début, tu étais dans la finance. C'est ça. C'est-à-dire que mon parcours a commencé, c'était au début 93, donc j'ai 18 ans, j'ai mon bac et je me demande un petit peu ce que je vais faire plus tard dans la vie. Et en fait, c'est l'économie et la finance qui retient mon attention parce que j'avais un père qui était dans cette activité et que ça me permettait vraiment de me reconnecter à l'actualité. Tu avais un père qui était cadre de banque, mais dans tout ce qui était financement agricole. C'est ça. On va voir, c'est une partie très importante dans ton histoire. On est breton dans la famille et du coup, l'agriculture est un secteur prédominant. Ouais, Voilà. J'ai bien compris que c'était important pour toi dans ta construction, dans la genèse aussi de ta carrière. Mais revenons sur tes études. Donc, tu as fait Sciences Éco, un master en finance à Rennes. C'est ça. Pour ensuite conseiller des sociétés en développement. Oui. En fait, très rapidement après ma maîtrise, je suis rentré dans un DESS de banque finance. J'y ai rencontré mon épouse d'ailleurs à ce moment-là. Et de cette formation, j'ai acquis la conviction de vouloir devenir chargé d'affaires entreprises. Donc c'est un métier de la banque et de la finance qui permet d'accompagner les dirigeants dans leur activité, donc côté professionnel, sur du financement, sur de l'investissement, sur la gestion des flux des entreprises. Et cette expérience nécessitait une première étape de formation, je dirais en interne, dans la banque, qui était un poste d'assistance du responsable de la clientèle entreprise et de la direction. Donc, c'est un poste où j'ai appris énormément en termes d'encadrement. Et ça m'a permis, en 2001, donc, de devenir, ce qui était mon objectif, chargé d'affaires pour les entreprises. On va revenir sur le petit Yvan, que j'arrive vraiment à cerner le personnage, mais que je comprenne bien, justement. On entend chez toi une grande conscience, un sens du devoir. Est-ce que le petit Yvan, il regardait son papa avec admiration ? Je pense qu'effectivement, quand j'étais plus jeune, il y avait un besoin pour moi de trouver un peu la façon de m'affirmer et de m'imposer, et que ça s'est fait probablement à l'âge adulte plutôt qu'en tant qu'enfant. Donc j'étais plutôt effectivement un enfant assez introverti, pudique. Introverti, ouais, assez pudique. On va dire qu'on est passé de timide à quelque chose de plus réservé, qui est devenu ensuite quelque chose de moins marqué, puisque je suis devenu entrepreneur plus tard. Donc ces 3 ans dont tu parlais, c'est chez BNP Paribas, pour ne pas les nommer. Tu as été analyste. Tout à fait. Comment tu as vécu cette période ? En fait, cette période, elle était vraiment très, très forte en responsabilité, puisqu'en fait, à 23 ans, on se retrouve cadre. En plus, c'était une fonction qui était directement rattachée à 2 directeurs. Donc, quelque chose qui tout de suite appelait beaucoup de sérieux et beaucoup d'engagement. Et c'est vrai que ces profils-là venaient pour certains de Saint-Lazare-Haussmann. Donc, on n'était pas à Paris, j'étais au Mans. Donc, des profils comme ceux-ci, c'était des profils qui ne venaient pas là par hasard et qui avaient besoin de mener de grandes actions. Et du coup, c'était très formateur et enrichissant de pouvoir se retrouver à leur côté à cette époque-là. Qu'est-ce que tu as appris avec eux ? J'ai appris
déjà, en premier, l'organisation, c'est-à-dire savoir tenir un poste. C'était des postes multicasquettes, donc il fallait savoir occuper chaque fonction. Ensuite, en termes d'expérience, c'était, comme je le disais, assez engageant en termes de responsabilité, puisqu'on devait déjà sélectionner des risques, préparer des réunions, préparer des rendez-vous avec des très grands clients du centre d'affaires. Donc c'est vrai qu'au début, on se dit, ça tombe plutôt pas mal que je sois assez sérieux dans mon travail parce que c'est ce qu'on va me demander très clairement. Donc beaucoup de travail en quantité et puis pas mal de responsabilités. Ok. En plus, à l'époque, on dématérialisait pas, donc j'imagine qu'il y avait beaucoup de suivi de dossiers. D'un point de vue administratif, ça devait être lourd, non ? C'est ça, le petit clin d'œil que j'aime à rappeler à nos stagiaires parfois chez Finarena, c'est qu'en fait, à l'époque, on en était encore à la microfiche, c'est-à-dire qu'on descendait vraiment physiquement dans des sous-sols à observer des fiches qui étaient envoyées par la direction parisienne. Donc effectivement, c'est définitivement un autre temps. Alors ensuite, tu es parti, puis tu es devenu chargé d'affaires. Est-ce que tu peux nous expliquer justement la transition ? Alors cette transition, elle est assez totale en fait, puisqu'on devient responsable de clients, mais cette fois-ci en direct. Ouais. Donc ça suppose de savoir être crédible, ça suppose de savoir décider, ça suppose de beaucoup s'adapter à cette clientèle de dirigeants qui changent tout le temps et qui subit l'environnement extérieur. Donc c'est vrai que c'est un petit peu le départ d'un nouveau parcours professionnel auquel mes précédentes fonctions m'avaient parfaitement formé. Préparé, quoi. Voilà. Et alors du coup, là tu es resté de 2005 à 2009, c'est ça ? Et tu as développé un portefeuille ? Alors en 2005, en fait, je demande à BNP Paribas de pouvoir profiter d'une passerelle qui venait de se créer, qui était de devenir conseiller en gestion de patrimoine pour les chefs d'entreprise. Et donc, c'est le début de la gestion de patrimoine. C'est très intéressant puisque ce sujet-là, moi, m'attirait beaucoup et que, en termes de communication entre le chef d'entreprise et son patrimoine, il y a énormément de ponts, que ce soit sur l'immobilier, sur la rémunération, sur son statut social. Il y a beaucoup de choses qui influent sur son environnement privé. Et j'avais, je dirais, le profil financier pour pouvoir m'intéresser à la partie finance personnelle des dirigeants. Donc, ma fonction a été vraiment de partir d'un portefeuille à constituer, de développer en interne dans la banque un portefeuille de dirigeants, mais qui était apporté par des collègues en fait qui eux suivaient les chefs d'entreprise à titre professionnel. Donc c'était pas encore le grand bain de la prospection dans le dur, c'était quand même un apport d'activité un peu téléguidé, mais avec du coup pour moi le challenge de changer complètement d'univers. Ce pourquoi j'ai été formé pendant à peu près 4 mois non-stop par des experts extérieurs à la banque. Et du coup, ça a été une vraie formation très pratico-pratique, en fait. C'est-à-dire ce qu'ont un peu les étudiants ponctuellement sur des formations financières. Du droit, de la compta, j'imagine, des trucs assez lourds. En intraveineuse, quoi. Quelque chose de très, très dense. Et c'était le privilège de pouvoir sortir complètement du réseau pour être en formation sur une période. Donc, début 2005, je change de costume avec la carte magique de pouvoir connaître tout de ce qu'est un dirigeant à l'intérieur de l'entreprise. Et c'est essentiel, c'est-à-dire que je me rendrai compte un peu plus tard que pour parler à un dirigeant, il faut commencer par lui parler de son entreprise. C'est-à-dire que l'entretien a toujours une phase qui va durer une demi-heure ou plus, autour de laquelle on ne parlera que de sa société. Donc c'est vrai que j'avais, au travers de l'analyse des bilans, au travers du métier de chargé d'affaires, une capacité à
on parlait de crédibilité tout à l'heure, à être crédible face aux dirigeants et à embarquer un petit peu la conversation pour pouvoir ensuite l'amener sur des sujets privés qui, pour eux, sont toujours un petit peu accessoires. La priorité, c'est de mener le navire et que le navire ne prenne pas l'eau et après, gagner de l'argent et le faire fructifier, ce qui est assez légitime finalement. Est-ce que tu dirais que ça a constitué un petit peu ton appétence pour conseiller plus des entreprises, des sociétés que des particuliers? J'ai bien compris que tu disais qu'au final, c'était l'un et l'autre, puisque un directeur, c'est aussi un particulier. Mais est-ce que c'est là où a germé en toi l'envie justement d'être un petit peu plus vers du B2B, ou est-ce que tu t'es dit, c'est bien, j'aurai la double casquette et je veux garder cet aspect-là? En fait, j'ai découvert chez le particulier deux choses finalement. L'une qui est une certaine simplicité par rapport à l'entreprise, c'est-à-dire quelque chose de beaucoup plus facile à intégrer et avec beaucoup moins d'aléas et de paramètres extérieurs. Et en même temps, un univers de conseils infiniment plus complexe. C'est-à-dire qu'au jour où nous sommes aujourd'hui, un conseiller en gestion de patrimoine apprend encore et encore et encore tous les jours. Alors quand je dis tous les jours, peut-être pas stricto sensu, mais en tout cas, c'est vraiment comme l'écorce d'un arbre, on accumule, on accumule. En entreprise, la partie est plutôt compliquée à l'extérieur par rapport aux événements économiques, financiers, lié aussi à la vie de l'entreprise plutôt que la discipline elle-même qui peut s'acquérir rapidement. Ce que j'entends, c'est qu'en entreprise, les choses doivent être de toute façon plus cadrées, plus processisées, alors qu'un particulier, il y a plein d'histoires à raconter. C'est ça. Ouais. C'est ça. Tu as parlé de costume tout à l'heure, alors on va remettre les choses dans le contexte. Là, tu travailles à la Défense à l'époque. Alors, effectivement, en 2009, je quitte mon poste de conseiller en gestion de patrimoine et j'arrive à la Défense. Pourquoi la Défense? C'est parce qu'ayant eu une expérience assez longue, du coup, dans le conseil aux chefs d'entreprise, BNP Paribas me confie un poste nouveau, qui était un poste qui consistait à accompagner en fait les chargés d'affaires entreprises dans la détection des clients patrimoniaux de demain pour la banque. Donc c'est quelque chose qui ensuite chez eux a connu un fort développement et a été institutionnalisé, mais à l'époque c'était un poste un peu pilote. Et c'est vrai que c'était d'une grande liberté, ce qui m'a toujours bien convenu en termes d'autonomie, comme je l'étais en faculté finalement. Là j'étais complètement libre de mes faits et gestes et de pouvoir, je dirais là, rentrer dans le sein des saints, c'est-à-dire quasiment en pré-gestion de fortune sur des scénarios qui mêlaient vraiment la PME et la grande entreprise à la gestion privée. Donc là, on était... on se rapprochait beaucoup plus du pur équilibre entre l'entreprise et le particulier. Après ces deux épisodes de ma vie où j'ai fait plutôt de l'entreprise et ensuite plutôt du particulier. Et pourtant, là, quand tu es justement à cette époque, à ce poste, à ce job, et on entend quand même qu'il y a beaucoup de passion chez toi, tu te dis malgré tout que la gestion privée, ça a des codes. Tu es un petit peu dans une sorte de carcan, en fait. Et tu te dis, je ne vais pas faire ça toute ma vie de façon anonyme. Et tu m'as confié, Yvan, une phrase, excuse-moi, je te coupe, mais parce que j'ai trouvé ça vraiment assez dingue. Tu m'as dit, je suis sortie dehors, donc j'imagine sur le parvis de la Défense. C'est ça. Tu étais en costume avec ton attaché caisse. Et tu t'es fait cette réflexion, en fait. Donc, tu as eu c'est quoi, un déclic? Oui. Je me souviens du jour très exactement. Je me vois remarcher sur le grand escalier extérieur qui mène au triangle de l'Arche où était le centre d'affaires. Et je me vois regarder mon costume et me dire que finalement, toute cette technicité aura, malgré tout, complètement... éluder, je dirais, la personnalité qui pouvait être la mienne. C'est-à-dire que finalement, dans une grande institution, on apprend, c'est extrêmement technique,
Mais au final, le client achète l'entreprise, c'est-à-dire l'institution, et pas son conseiller. Et du coup, je pense qu'un peu avant l'heure, je réalise que il y a un petit décalage de ce côté et que dans ma vie professionnelle, je vais préférer définitivement euh, mener ma barque et faire quelque chose qui me ressemble davantage. Puis là, bah, tout s'enchaîne, hein. Tu vois une annonce. C'est ça. Tu te souviens du jour précisément et du support de l'annonce? Oui. C'était quoi? C'était en fait une annonce sur Internet. Et dans cette annonce, il était dit effectivement, c'était une annonce au formalisme presque ancien, de dire vous connaissez la gestion privée, vous voulez développer votre propre portefeuille, savez-vous que vous pouvez finalement le faire en tant qu'indépendant? Et ce que je t'ai expliqué, effectivement, quand on a préparé ce rendez-vous, c'est que cet aspect de l'indépendant dans la banque était relativement méconnu, puisque les banques trustaient l'essentiel du marché et que le métier s'est développé beaucoup plus par la suite. Et que du coup, cet état de fait faisait que j'avais vraiment envie pour la suite de changer la donne et d'accepter cette proposition. Donc l'histoire a commencé place de la Madeleine, dans une structure qui s'appelait Vendis et Finances. Et cette structure avait été créée par un institutionnel, AXA, pour permettre à des jeunes indépendants de créer de toutes pièces leur propre cabinet. Ce qui m'a beaucoup plu chez Vendissé, c'est qu'on était sur de la gestion privée, c'est-à-dire que Vendissé était déjà un cabinet en lui-même et qu'on y avait, nous, par rapport aux autres indépendants, un service marketing, un service développement, de l'assistance. On avait finalement tout le luxe que j'ai pu, moi, ensuite reconstituer et puis connaître en au amont. sein de mon entreprise. Tu avais aussi une certaine habitude, en Oui, tout cas en termes ça. de moyens, de solutions, aussi de services transversaux. Et du coup, bon, tu devais te sentir plus libre, plus justement indépendant, plus en cohérence avec toi-même. Mais en même temps, tu avais quand même ces repères-là, quoi. C'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, je me suis retrouvé positionné en tant qu'indépendant, mais collaborant avec des salariés d'un institutionnel. Et du coup, ça faisait écho à ce que j'avais connu, pas trop de décalage. J'ai eu l'immense surprise de découvrir qu'on pouvait refaire en tant qu'indépendant tout ce que j'avais pu faire de très, très pointu chez BNP Paribas. Et ça, c'était vraiment une révélation. C'est-à-dire qu'en partant comme indépendant, je m'étais fait un peu le constat qu'il serait difficile d'atteindre le même niveau technique qu'une institution. Et en fait, de nombreux acteurs et partenaires à l'extérieur nous attendent pour nous permettre, brique par brique, de reconstituer tout ce qu'est un institutionnel, qui en fait est un ensemble de groupes et de filiales. Et nous, on a tout ça, mais en indépendance, c'est-à-dire qu'on travaille avec des structures qui sont dédiées à tel et tel secteur. Et donc, dès le début, j'ai pris conscience de ça et pu réaliser de belles opérations alors que je venais finalement de m'installer. On est en quelle année, là ? Là, on est en 2011. Oui. On est en 2011 et du coup... tu donnes le nom à ta société. C'est ça. Finarena, est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi ce nom-là ? Alors, je me souviens surtout d'avoir cherché pendant de longs moments, parce qu'effectivement, et je pense que c'est encore plus le cas aujourd'hui, quand on cherche le nom d'une société, c'est très, très compliqué de pouvoir en trouver un. Et c'est vrai que quand je suis tombé sur Finarena, j'ai trouvé que ça sonnait juste, c'était original. Et arena voulant dire à l'origine... une arène, en fait, en grec. Donc, c'est un lieu où on parle de quelque chose et fine pour la finance. Donc, le mot permettait de se différencier et d'avoir quelque chose qui soit plus une marque pour la suite.
Et puis là aussi, il y a une délocalisation, si je peux dire. C'est-à-dire C'est que ça. tu vas vivre ailleurs qu'à Paris, en C'est ça. fait. Tu pars. C'est-à-dire que j'étais Enfin, tu parti. reviens pas loin de chez toi, puisque tu es breton. C'est ça. J'étais parti dans une trajectoire assez précise qui allait finir à Lille, puisque pour ceux qui ont la carte en tête, je suis parti de Saint-Brieuc, puis Rennes, puis Le Mans, puis Paris. Donc, ça fait une espèce de parabole et ça se finit au nord de la France. Et donc là, j'ai rétro-pédalé Boomerang. pour revenir sur Nantes, qui était le moyen, entre nous soit dit, de ne pas revenir à Saint-Brieuc, parce que dans notre tête, revenir aux origines, c'est parfois un petit peu revenir au début. Donc là, je profitais d'un rapprochement familial, mais aussi de la possibilité de bénéficier d'une ville dont le dynamisme ne s'est pas démenti ces dernières années. 2011, donc tu crées ton cabinet. Ça te permet quoi? On a compris l'indépendance, la liberté, fort de tes acquis. Mais quel homme, en 2011, tu es? Est-ce que tu te rappelles, avec encore des doutes, j'imagine, des certitudes aussi, mais tes plus gros doutes à l'époque, c'était quoi? En fait, le plus gros doute, c'est... Parce que là, tu deviens entrepreneur aussi. Oui, c'est ça. Donc ça. là, on a plusieurs casquettes. Ouais. Le plus gros doute, finalement, c'est de se dire est-ce que quel temps ça va me prendre, finalement? Et ça, c'est la force que j'avais à l'époque. C'est mon côté déterminé, souvent, dans ce que je fais. C'est pour ça que j'essaie d'atteindre ce que j'ai visé au départ. Et c'est vrai que ce côté déterminé m'a permis de faire quelque chose qui correspondait exactement à ce que je voulais, mais de me dire, j'y arriverai. Il n'y a pas de souci, là où mon entourage me attirait mon attention sur le fait que je quittais une place assez enviable. Voilà. Et cette idée de relancer les dés, je me disais que ça n'était quand même pas que du hasard, que j'avais une solide compétence, en fait, double compétence entreprise patrimoine, et que cette double compétence avec l'organisation que j'avais ne pouvait que m'amener à faire quelque chose de bien. C'était simplement de savoir combien de temps cela allait me prendre. Allait te prendre. Et puis aussi avec des problématiques et des questions que tu t'es posées, parce que tu m'as confié devenir entrepreneur, certes, mais tu n'avais pas envie de devenir manager d'équipe. Et puis surtout, ce que tu voulais, ton leitmotiv à la base, c'était d'accompagner dans la durée. C'est pour ça que la boucle est bouclée. Je reviens sur ma première idée, perception que j'ai de toi. C'est cette espèce de loyauté client, mais surtout le sens du devoir qui est vraiment très ancré chez toi. Et donc, tu lances ton truc. Est-ce que tu te souviens, j'adore poser cette question, de ta première signature, du premier client? Homme, femme? On s'en souvient parce qu'en fait, au cabinet, on a dû, à un moment donné, ordonner dans des listes les clients par ordre de signature. Donc, c'est vrai que l'identité, on s'en souvient. Et puis, c'est un client à qui on renvoie l'ascenseur de temps en temps en lui rappelant qu'il a été le premier et que... À l'époque, c'était quand même très précieux. Bien sûr. Et c'est vrai que ce premier client m'avait été apporté par une relation personnelle de ma famille. Il était dirigeant d'entreprise sur le secteur, donc il était dans le cadre. Et je me souviens qu'à l'époque, je peux conclure qu'on lui avait probablement un petit peu forcé la main pour cet entretien, parce que je le vois encore feuilleter son journal et ça m'avait laissé un étrange souvenir de quelqu'un qui m'écoutait, mais de loin. À moitié. Voilà. Et donc, ça aussi, c'est le genre de petit défi qui fait qu'on a de l'énergie et qu'on n'abandonne pas. Et je disais encore à une consoeur hier qui me disait, on m'a dit non, je lui ai dit, mais... Quand on te dit non, c'est à partir de là que l'histoire commence. Ouais, c'est ce que je voulais justement te poser comme question, c'est est-ce que tu te souviens du moment où le rendez-vous a basculé? Où d'un coup, il a arrêté de regarder sa feuille, là, son papier, et il s'est mis à te regarder? En fait, je pense qu'à l'époque, il y avait un côté
qui n'était pas suffisamment droit au but. Donc, je pense que tout ce qui était introductif, présentation, n'était pas du tout ce qu'il recherchait. Et dès qu'on est rentré finalement dans le vif du sujet, ce qui concernait lui, qui était un projet de cession de sa société, là, ça a attiré son attention. Et puis, je pense qu'on a de toute façon plusieurs solutions ensuite pour démontrer nos capacités et nos compétences. Je dis souvent à mes collaborateurs qu'on a la chance de faire un métier où les choses peuvent se préparer. Il y a quand même beaucoup de métiers où tout se fait en direct, n'est-ce pas, Karine ? Absolument. Et nous, on a cette chance de pouvoir collecter, analyser, formaliser. Et ça ne peut qu'attirer l'attention parce que les gens nous disent « Vous avez fait tout ça pour moi, en fait ». Ils voient le côté sur-mesure et le fait qu'on ne parle finalement que d'eux. Tu es resté un petit bout de temps tout seul, 2011-2016. J'ai envie de te dire, il n'y avait pas assez de clients ou est-ce que tu avais du mal à te dire que tu pouvais faire confiance à quelqu'un ? En fait, rétrospectivement, quand je refais le film, j'ai une étrange impression, d'une part, de me rendre compte que tous mes collaborateurs, on est quand même 5 aujourd'hui, sont arrivés dans un passé pas si lointain. Et puis, deuxièmement, de m'étonner avec le recul que cette période tout seul ait duré aussi longtemps. Et c'est vrai que je crois comprendre le point d'achoppement, et il est très important à évoquer, c'est qu'un CGP va trop souvent s'apparenter à une profession libérale, à un consultant, en fait. À l'époque, quand on me disait « Vous avez créé votre entreprise », je répondais « Je suis plus consultant, en fait. » C'est-à-dire, je suis expert dans un domaine. Étant seul, on a du mal à vendre le côté entreprise à l'extérieur. Après, j'ai envie de te dire, ça c'est un petit peu dans tous les secteurs d'activité, parce que même moi, tu vois, j'ai monté mon entreprise en tant qu'édition journaliste, mais je peux pas dire que je suis une entreprise. Donc, c'est pas tant lié à ton activité, là, le sentiment que tu as eu, c'est plus parce que tu étais tout seul. Oui, c'est vrai. Mais ce que j'entends par là, c'est que plus tard, aujourd'hui, par exemple, la dimension de chef d'entreprise est totale, quoi. J'en ai plus aucun doute parce qu'il a fallu développer toutes les structures de l'entreprise pour disposer finalement des différents services qu'une société doit pouvoir avoir tant en interne que vis-à-vis de ses partenaires et clients. Donc, il y a de toute façon ce côté un peu du syndrome de l'entrepreneur qui a besoin de s'assumer. Et puis ensuite, le fait que embaucher quelqu'un est toujours engageant tant vis-à-vis de l'entreprise que du collaborateur, et que ça, je pense qu'on est en mesure de le mettre en place quand on est prêt. Et ce qui m'inquiétait toujours, c'est de me dire à quel moment saurais-je que le jour est arrivé. Et puis en fait, les choses se font assez naturellement. Et ça s'est fait du coup de plus en plus rapidement ensuite, puisque presque chaque année, j'ai eu à recruter quelqu'un de plus, et cette fois-ci sans m'interroger plus que ça, en fait. On peut dire que tu as construit justement ces 6 années, 5-6 années, dans la perspective d'être une sorte d'alternative à des banques privées ? C'est ça. Est-ce que tu as eu l'impression qu'il y avait un manque ? Est-ce que tu ressentais que c'était une offre qui n'était pas pléthore, en fait ? En fait, on dit souvent que certains entrepreneurs créent leur société pour corriger quelque chose, pour réparer, pour combler, pour répondre à un besoin, un manque. Et ce manque-là, fondamentalement, c'était celui de la durée. C'est-à-dire d'avoir une présence dans la durée, d'assurer un suivi dans la durée, que la personne n'ait pas à se dire, d'une part, je devrais rouvrir finalement ma vie et mon patrimoine devant une nouvelle personne régulièrement, que les investissements que l'un fera avec moi, c'est l'autre qui en constatera les fruits. Cette espèce de décalage où on se dit que dans le fond de soi-même, quand on est un client patrimonial et qu'on fait cet effort de
d'ouvrir ça à l'extérieur, de se dire que ça ne pourra finalement pas rester du domaine de la confidence et de l'entre-soi et qu'il faudra le refaire éternellement. Et donc, je voulais, je pense, réparer ça et le faire sous un angle très gestion privée, comme tu le disais, qui pour moi est l'entre-deux entre la gestion de patrimoine au sens généraliste où tout le monde l'entend et la gestion de fortune qui va plus être l'apanage des multifamily office aujourd'hui. Donc, on est dans ce créneau-là, qui est un créneau qui est relativement peu couvert par le marché aujourd'hui, puisque finalement, on a des très grands experts parfois dans des domaines très pointus, et on va avoir des conseillers plus généralistes aussi de l'autre côté. Donc, cet item de la gestion privée, ne doutons pas, il s'est développé. Je n'ai pas été le seul à le faire ces dernières années, mais à l'époque, c'était assez différenciant et c'était un positionnement clairement qui était là pour dire la banque privée n'est pas forcément pour tous les clients la solution la meilleure, puisqu'il faudrait une réactivité, une proximité, une connaissance client, une intimité que le banquier aura du mal à avoir. Et c'est vrai que ce qui m'avait frappé, c'est de voir tous les éléments qu'on arrivait à collecter de la vie et du patrimoine d'un client comparés aux quelques documents que je possédais quand j'étais banquier, qui étaient extrêmement limités en termes d'information. Est-ce que tu as l'impression que les choses ont évolué étant en banque privée, moi j'ai l'impression que ça s'est empiré parce que j'ai l'impression qu'il y a un problème de quantité au niveau des clients à gérer. Est-ce que c'est ça le problème ? Alors, on va couper nos micros et rester entre nous et se dire qu'effectivement, la banque privée était une très belle idée au début des années 2000, puisque j'ai eu la chance de connaître quasiment ses débuts dans une des plus grandes banques françaises après la fusion avec Paribas. Et finalement, comme elle a été déployée à très grande échelle, donc sans laisser le temps au temps et la nature ayant horreur du vide, il faut la combler. Et finalement, elle s'est construite par aspiration, c'est-à-dire les grands clients des agences sont devenus clients banques privées, les grands clients des centres banques privées sont devenus clients des centres de gestion de fortune. Et pour que cette aspiration fonctionne, il aurait fallu que chacun garde son identité. Que les agences étaient les premières à déplorer de ne plus avoir de clients patrimoniaux. Du coup, quand on n'est pas tiré vers le haut, c'est difficile après de pouvoir aller capter d'autres beaux clients à l'extérieur. Donc, on a transformé en une dizaine d'années, de 2005 à 2015 à peu près, la banque privée de centre d'expertise à super agence, en fait. Et c'est la gestion de fortune qui est devenue la vraie banque privée. Voilà ce qu'on essaie aujourd'hui de concurrencer au travers, comme je le disais, de structuration et de partenariats qui nous permettent d'avoir des offres. Alors, je vais te reposer une question que je t'ai déjà posée, mais qui, là, du coup, est tellement évidente quand je t'écoute. C'est est-ce que, du coup, vu le profil des clients, entreprises ou particuliers, encore une fois, que tu as rencontré, eu à gérer et absorber, est-ce qu'il n'y avait pas une sorte de filtre, de tri, VIP voilà, donc je m'interroge, en fait. Dans la banque privée ? Donc, quand toi, justement, tu as commencé... En fait, mon positionnement ayant été celui de la gestion privée, il faut bien comprendre que tout le verbage, tout le positionnement, toute l'impression que donnait mon cabinet de l'extérieur était qu'il s'adressait à une certaine population et que cette population soit se sentirait, elle, concernée, soit pourrait être réceptive à la présentation que je lui en ferais. Donc, depuis le départ, il y a eu une organisation, un positionnement dans ma structure qui m'a permis et de rémunérer dès le premier jour le conseil que je donnais, ce qui était carrément révolutionnaire il y a 10 ans et pas encore très développé aujourd'hui, mais aussi de pouvoir consacrer du temps à des gens sur un plan purement conseil, sans avoir à attendre une contrepartie financière. D'où la sempiternelle question qu'on me pose encore, quel est le ticket d'entrée pour rentrer chez Finarena ?
Et je réponds toujours Il y en aucun, a dans pas la puisque mesure où tu les factures le conseil. honoraires vont couvrir la prestation. Et donc, c'est à chacun de déterminer s'il a besoin d'un conseil rémunéré pour continuer dans son parcours. Et très souvent, la réponse est oui, puisque les problèmes sont quand même assez Évidemment. nombreux et la compétence peu présente chez nos clients. Alors, tes clients, du coup, ils étaient parisiens ou Les tes premiers tout clients premiers? étaient parisiens. Ouais. Ils étaient parisiens parce que c'est les contacts que j'avais pu commencer à initier auprès de la banque. J'insiste, il y a presque prescription, mais sur le fait que je n'étais pas en charge de portefeuille dans mes dernières fonctions et que donc les personnes que j'ai eues à réaborder ensuite étaient des prospects, en fait, tout simplement de la banque, avec qui j'ai pu nouer relation ensuite en leur faisant une bonne proposition. Donc, ça a commencé comme ça. Au début, c'est très impressionnant parce je me rappelle encore attendre le premier virement de mes premiers honoraires. On se dit, on regarde le compte, on se dit c'est pour jeudi ou vendredi. Aujourd'hui, c'est vrai que l'échelle a fondamentalement complètement changé, mais je me souviens de cette époque avec émotion parce qu'en France, on a quand même la chance, il faut le dire ici, de pouvoir faire le métier de conseil en gestion de patrimoine en tant qu'indépendant, sans je dirais, devoir, oui, dépendre d'une structure. Donc, c'est une liberté qui, malheureusement, d'un certain côté, est assortie d'une réglementation assez lourde, Lourde. qui n'a été que renforcée ces dernières années. Euh, Au début, c'était la validation par MIF 1 de notre statut, et puis MIF 2 a dit, si vous voulez continuer, il va falloir s'élever au niveau des autres institutionnels. Et du coup, c'est vrai que j'en parlais hier soir avec un client et un de mes collaborateurs, et il découvrait un peu ce niveau d'exigence en termes de conformité qui fait qu'elle fait partie intégrale de notre quotidien aujourd'hui. C'était peut-être plus facile pour toi qui avais travaillé en amont dans des grandes structures C'est dont ça. tu parlais C'est-à-dire tout que à l'heure. rien de je dirais qu'on pourra toujours en rajouter sur le bureau en termes de complexification. Je suis prêt à pas mal de choses parce que quand on a eu à faire partie d'une institution avec toutes ses dimensions, on voit bien déjà très jeune la complexité que ça représente. Et puis, je rappelle à qui l'entend que on fait aujourd'hui à 5 le travail de beaucoup de services, pas en quantité, mais on a dans notre entreprise intégré tous les services en une seule structure. Donc, c'est Ouais. vrai que il y a des jours, c'est euphorisant et les collaborateurs le sentent, le côté Il y a une émulation. un peu maître du monde. Et puis le lendemain, c'est beaucoup plus compliqué parce que l'ensemble des sujets peuvent poser difficulté. Donc on navigue comme ça dans des ambiances très emballantes et puis parfois à gérer des difficultés. Mais là, je crois que les entrepreneurs se reconnaîtront. Oui, absolument. Alors, tu m'as confié avoir eu un regret, c'est cette fameuse proportion à ne pas avoir recruté assez tôt. Et puis, en tout cas, tu savais pas quel était le bon moment pour le faire. Quand je t'ai demandé c'est quoi un petit peu ton erreur de débutant en tant qu'entrepreneur. Et puis, tu m'as aussi parlé d'une grande fierté. En fait, ton succès, c'est d'avoir créé une entité de gestion privée avec justement la structuration pour toutes les sociétés, l'industrialisation de ton processus. À quel moment tu t'es dit, là, je suis en train de faire un truc qui est important, qui va marcher, dont je suis sûre? En fait, c'était au recrutement de mon dernier assistant. En fait, en 2019, j'ai réalisé, et vraiment a posteriori, que j'avais reconstitué la structure technique d'un centre de gestion privée. C'est-à-dire que j'avais 3 assistants à ce moment-là pour un conseiller, ce qui est totalement disproportionné par rapport à un cabinet habituel qui est plutôt 3 conseillers, un assistant, et que ces assistants avaient des fonctions back-office, middle office, front office,
termes que je continue d'utiliser encore aujourd'hui et qui correspondent tellement à leur quotidien par rapport à leur fonction et aux maillons qu'ils représentent dans l'entreprise. Et c'est là que je me suis dit, comme les fondations sont solides, et la compétence est là, la structure est là, l'offre est là, c'est quelque chose d'assez enthousiasmant qui s'ouvre devant nous. Et aujourd'hui, les spécialistes sont assez unanimes pour dire que les indépendants en gestion de patrimoine ont de beaux jours devant eux. Beaucoup d'enjeux aussi en termes de concentration, de restructuration du secteur. Mais en tout cas, c'est à ce moment-là que j'ai compris qu'on était, pour le coup, en train de basculer du consulting à l'entreprise. Alors, ce projet, il s'est fait aussi sur des valeurs qui sont importantes pour toi, qui ne sont pas non plus des valeurs révolutionnaires, il faut être honnête, mais en tout cas, qui te donnent une ligne directive. C'est ça. Tu m'as parlé d'excellence, d'innovation. Et le premier, qui est le nom du podcast, voilà, qui est la passion, parce que quand des proches, des professionnels ou des prospects me voient parler de mon métier, ils me regardent en plissant le regard et ils disent « Ah, vous êtes passionné, vous !» Et c'est vrai que ça transparaît, je pense, relativement quand je présente mon activité et ce qu'on fait. Et c'est très, très lié à l'aspect pédagogie, en fait, dont je voulais dire deux mots. C'est-à-dire qu'on est, en France, notre profession, vraiment des pédagogues. C'est-à-dire qu'on est obligé, par nécessité, mais aussi pour l'intérêt de la chose, d'éduquer en fait véritablement notre client et de le prendre au départ, donc balle neuve, on reprend tout et on leur explique les choses. Pourquoi tu dis en France ? T'as pu comparer ça Non, je disais en France à défaut de le connaître à l'extérieur, au contraire. Mais c'est vraiment un rôle qui est très important puisqu'en fait, ce rôle-là, la banque n'a pas eu la possibilité de le faire. Concrètement, le quotidien d'un conseiller en banque ne lui a jamais permis de prendre le temps d'apprendre des choses à son client. Nous, le fait qu'on ait de la perspective devant nous, le fait qu'on ait aussi le souhait de faire des choses assez sophistiquées et assez performante pour nos clients, nous donne un intérêt à l'élever en fait en connaissances et en expertise pour qu'ils puissent demain accéder à des solutions qu'on ne peut clairement pas avoir quand on ne connaît pas trop. Parce que le vrai bon conseil, si quelqu'un est ignorant de tout, c'est de lui faire des choses relativement simples et pratiques en fait. Et puis, à ce côté créatif, alors c'est vrai qu'on se dit comment est-ce qu'on peut créer dans la finance ? Alors, tu vas nous expliquer, mais ça correspond aussi à ta personnalité, parce qu'on en parle brièvement, mais tu es aussi pas un artiste, mais en tout cas, tu es pianiste. Oui. Donc, il y a quand même un côté chez toi, je dirais visionnaire. C'est-à-dire, j'ai le sentiment que tu aimes bien prendre les choses de haut, voir un petit peu tout étaler et un petit peu comme un chef d'orchestre, innover, créer. Mais comment est-ce que ça se traduit dans un cas client en gestion de patrimoine ? Alors, ça se traduit, je dirais, un peu en amont des choses, puisque pour pouvoir innover face à lui ou dans des études qu'on va lui restituer, ça suppose justement au quotidien et dans la durée de saisir à chaque fois qu'on peut toutes les opportunités de sophistiquer l'outil qu'on est en train de créer. C'est-à-dire qu'on est dans l'artisanat, mais on est dans le domaine un peu du luxe, entre guillemets. C'est-à-dire ça va être quelque chose du domaine de l'orfèvrerie ou de l'architecture. Et c'est en créant des solutions en amont pour nos clients qu'on peut, le moment venu, mettre en œuvre des solutions qui vont être pertinentes et sur mesure. Voilà. Donc, on ne peut pas dire qu'on crée de toutes pièces quelque chose face à un client. Et c'est parce peut-être qu'il y a mieux. Les règles, tu as des impératifs fiscaux, comptables.
Donc ça, c'est pas possible. Mais peut-être dans le montage, non? Oui, oui, bien sûr. Après, dire qu'on est dans l'innovation pure serait considérer que nos confrères dans le domaine ne font pas aussi bien, et c'est pas du tout le sujet. Mais c'est vrai que dans le sur-mesure, on est obligé d'inventer, de créer, de structurer en fonction très exactement de la situation du client, qu'elle soit fiscale, financière ou patrimoniale plus généralement. Et que ça, je pense que ça nécessite une curiosité de la personne qui soit assez forte pour pousser les limites, je dirais, classiques du sujet et aller chercher un peu plus loin. Ce qui, au passage, nécessite beaucoup de temps et qui, du coup, appelle un modèle où le client comprend que le temps fait partie du conseil et que, du coup, il doit être rémunéré à sa juste valeur. Donc, je crois que au-delà de mon côté très rigoureux et très perfectionniste, je crois que mes enfants me reconnaîtront, ça veut dire aussi qu'on veut faire des solutions qui soient directement applicables par nos clients et qui puissent permettre de répondre tout simplement à leurs objectifs. Quelle classe d'actifs chez Finarena ? Alors en ce moment, pour faire un petit focus, on profite à plein du rebond du marché obligataire. Ça, c'est vraiment quelque chose qui s'est initié à partir de novembre là et qui va pouvoir se renforcer. On a aussi le non-coté qu'on appelle aussi private equity. Ça, c'est quelque chose qui va vraiment rentrer progressivement dans le patrimoine des Français, puisque c'est un peu reconnecter nos pairs avec la France qui bouge, j'ai envie de dire, les entreprises. Le non-coté, c'est beaucoup de promesses. C'est la promesse, je dirais, d'une performance supérieure à des marchés classiques. Et puis, elles ont porté les entreprises l'année qui vient de passer. C'est ça. Les résultats d'entreprise ont été assez bluffants. C'est ça. Et puis, c'est quand même la grande majorité du tissu économique. Ce sont des PME non cotées. Attention, en regard, c'est du risque, forcément, puisqu'on a un aléa qui est plus fort que sur une grande entreprise. Il est lié au caractère parfois innovant ou au caractère plus récent de la société. Et donc, nous amène toujours à respecter des proportions que le client ne devra pas dépasser, même si la promesse de rendement lui semble attractive. C'est un petit peu la limite à l'exercice, de rester quand même sur ses gardes par ce côté plus risqué du non-coté. Actifs tangibles ? Actifs tangibles, on a développé l'année dernière une vraie offre qui devrait connaître un certain succès cette année et les suivantes. C'est de nouer des partenariats avec des vrais professionnels de la forêt, de l'art, de l'automobile de collection, et permettre finalement à nos clients, comme je le dis souvent, de passer un peu le mur de la partie finance pour aller côté actif tangible. Et ce côté actif tangible, les clients, historiquement, ont plutôt essayé d'y aller par eux-mêmes, et c'est vrai que ça peut parfois manquer d'expertise ou de compétences et du coup leur jouer potentiellement un mauvais tour. Donc l'idée, là, c'est pas du tout d'internaliser ça chez Finarena, mais de profiter d'autres entrepreneurs dans une chaîne vertueuse, en fait, de compétences et de connaissances qui permettront aux clients qui le souhaitent, pas tous, mais certains, de compléter leur patrimoine avec des actifs qui, ma foi, dans ceux que j'ai cités, peuvent être très profitables à moyen long terme. Yvan, tu es très engagé pour pas mal de causes, dont le soutien de sport féminin. Tout à fait. Et bien sûr, Time for the Planet. Est-ce que tu peux nous parler de ces deux engagements ? À titre perso ou à titre en tant que Finarena ? Ça se passe au niveau de l'entreprise. Ça se passe au niveau de l'entreprise. En fait, pour la partie sport féminin... Parce que tu m'as confié pas être non plus méga sportif quand même. C'est vrai. Bon. Là, on va se l'avouer, on va recouper les micros et se l'avouer. Mais
certains sports m'intéressent, pas forcément les plus généralistes. Et c'est vrai que la pratique féminine m'a toujours attiré parce que on retrouve sans doute là le côté moins enflammé, plus structuré, plus précis aussi peut-être. Chez les hommes, il y a un plus haut niveau de difficulté par le fait qu'il y a une force et il y a une compétition parfois totalement acharnée. Mais en tout cas, le sport féminin m'est apparu comme quelque chose de très intéressant. Et j'ai été démarché par un club de basket de Nantes qui est juste à côté de mes bureaux. Et le club, c'était les filles qui avaient le leadership dans le club, puisqu'elles étaient beaucoup mieux classées que les garçons, et à tel point qu'elles sont en National 2, ce qui est assez haut en termes de basket. Et donc, j'ai commencé par sponsoriser le club. Et plus récemment, ça s'est passé le mois dernier, j'ai pu être convié à une conférence organisée par Sport et Citoyenneté autour du sport féminin et de l'enjeu, en fait, pour les collectivités locales et les fédérations de développer ça, parce qu'il y a des freins naturels qu'on connaît tous qui sont liés à notre société et notre façon de nous comporter, qui doivent être dépassés. Donc, très belle conférence où étaient présents tous les acteurs, et qui m'a permis effectivement de communiquer à nouveau auprès de notre clientèle pour leur faire savoir qu'on était sensible à cet enjeu. Côté Time for the Planet, c'est une autre dimension. Hein. C'est la partie, effectivement, développement durable qui devient, pour le coup, très, très ancrée aujourd'hui dans les attentes et le quotidien de chacun. Attentes clients, fournisseurs, partenaires. Hein. C'est ça. C'est vraiment 360 degrés. C'est ça. Et j'entendais même ce matin qu'il y a plusieurs niveaux en termes d'articles d'investissement responsable. Et que très peu aller sur l'article numéro 9, qui est le plus exigeant et qui fait que même la façon qu'on a d'investir pour les cabinets en gestion de patrimoine doit être elle aussi responsable. C'est ça. Ce qui veut dire du coup que sur cet enjeu du développement durable, on va devoir doubler d'énergie sur ce domaine, mais qu'il va être assez difficile, et d'où, je pense, beaucoup de temps et de moyens à y consacrer, de séparer le bon grain de livret, de savoir vraiment ce qui est intéressant et ce qui est raccord avec les attentes de nos clients. Donc, je ne doute pas qu'au-delà des fonds plus généralistes, il y ait demain des produits sur mesure qui soient plus identifiables et plus personnalisés, et qui permettront au conseiller, à son client, de mieux savoir dans quoi il investit. Time for the Planet, c'est une idée relativement géniale, je trouve, de dire, et si on arrêtait de faire que les entreprises fassent attention à l'environnement, et que ça soit juste ça notre credo. Donc, il ne faut pas qu'elles arrêtent, hein, ce n'est pas ce que j'ai dit, mais qu'elles continuent de le faire, mais qu'on crée à côté des structures dont l'objet social sera de protéger l'environnement. Donc, on est en train d'inverser j'aime bien ça, les façons de penser autrement. Là, on pense vraiment autrement. Ils ont remis l'équation à plat. Ils se sont dit, on va créer des projets innovants qui vont avoir pour unique action de lutter contre le réchauffement climatique. Et du coup, on est pleinement investi dans cette action, et on a eu notamment, entre Noël et le 1er de l'an, l'occasion de participer à une collecte assez forte de leur part, au travers d'une sensibilisation plus proche de nos amis, de nos collègues, de nos clients et partenaires. Et puis, pour terminer aussi cette émission, il y a ton engagement, mais aussi ton dynamisme en termes de communication, parce que vous êtes quand même très présent sur les réseaux sociaux. J'ai vu encore ce matin un de tes posts, suite à, bien sûr, à la déclaration du relèvement modeste des taux par les banques centrales, et ton analyse d'ailleurs sur l'inflation et la récession, somme doute, qu'on évite de justesse. Et puis, donc de la communication via les réseaux, vous êtes présent sur LinkedIn, Insta, enfin tous les réseaux, et puis bien sûr votre site, mais aussi vous soutenez pas mal justement de causes. Bon, évidemment, il y a les Canaries, avec les Canaries, bah oui, les Canaries, l'équipe de Nantes, avec un événement, c'est le 23 février
avec un match, je crois, toutes les femmes vont haïr cette Voilà, soirée-là. c'est C'est ça. quoi, c'est Nantes contre Juventus, c'est ça? Nantes-Juventus de Turin. Ok. Et c'est vrai qu'une belle machine comme la Juventus qui vient à Nantes, bah, ça attire forcément les Le regards. stade va être plein encore. Et donc, C'est la Beaujoire, c'est ça, hein, le oui, stade c'est à ça, Nantes. Hein. c'est ça, la Beaujoire, bravo. Bah, mon mari est nantais, donc si tu veux... Donc là, d'accord. Donc ce point Je ne vais me comptera faire pas engueuler, hein. dans le classement. Et effectivement, ce match nous a donné la possibilité, par la société partenaire avec laquelle nous organisons nos événements, qui s'appelle Event Team, de finalement proposer à certains clients, alors pour un nombre trop limité, hein, puisque ça a un coût, mais de pouvoir faire participer certains clients à ce grand événement. Il y a aussi un événement qui fait le lien, fait le pont entre ta passion et enfin, tes deux passions, en fait, hein, la musique et ton métier. C'est le Club des 88. Pourquoi déjà ce nom? C'est très joli, moi j'ai adoré l'histoire. Alors en fait, ce Club des 88, l'histoire est vraiment aussi belle qu'on peut l'imaginer, puisqu'elle commence en fait avec un couple. On se situe au siècle dernier. Ce sont le grand-père en fait du dirigeant qui dirige aujourd'hui la plus grosse société de piano à Nantes, qui s'appelle les Sèves Davy. Et en fait, ses grands-parents, son père a eu une infection aux yeux qui a du coup... Il était accordeur de piano et son épouse a dû, sur un vélo, en fait, l'amener là où il devait aller. Donc, ils étaient en tandem, véritablement sur un vrai tandem. Et ils allaient comme ça, au gré des clients, accorder les pianos. Et de cette idée est né un fonds de dotation qui s'est... structuré autour du Club des 88, le Club des 88 étant un ensemble d'entreprises. Alors 88 parce que 88 touche sur un clavier de piano. Et donc l'ambition, c'est d'être 88 entreprises. Aujourd'hui, on doit être à peu près une soixantaine. Donc ça a été très vite et très fort puisque la création date de l'année dernière. Et on a pu, au travers de ce fonds de dotation, par la participation de chacune de nos entreprises au projet, financer un piano à queue pour le Conservatoire de Nantes. Le prochain projet, c'est de mettre, toujours par nos moyens additionnés, des pianos dans des lieux de vie sociale, donc dans des quartiers de Nantes, pour démocratiser un peu cette pratique du piano, le piano étant toujours considéré comme comme l'élite. élitiste. Déjà, c'est très compliqué à apprendre, je sais de quoi je parle. Oui, bah, je confirme. Je confirme. Mais c'est vrai que c'est pas l'instrument Enfin, déjà, c'est cher d'avoir un piano, même en location, c'est très très cher. Ouais. Et puis, il y a bien sûr le mois de juin, avec ce fameux centenaire des 24 heures du Mans. Tu m'inviteras. Voilà, on trouvera une solution, il n'y a aucun problème. Je vois que Karine est fan d'automobile. Ah, j'adore ça. Et donc, c'est le centenaire. Donc, on se dit, voilà, il faut y être. Et c'est un événement qui a eu un fort retentissement déjà, puisqu'il est archi complet depuis un bon moment. On convie quelques clients aux essais. Donc, ça se passe en semaine à 2 jours de la compétition. Et le but, c'est de pouvoir leur faire visiter les paddocks, le circuit, l'environnement, d'avoir vraiment une ambiance de course pour pouvoir profiter d'un événement qui, ma foi, n'est pas très loin géographiquement, mais qui est de renommée mondiale pour le coup. Est-ce que c'est important d'avoir ces moments-là avec les clients pour un peu fixer la relation dans le marbre ? En fait, je dirais que c'est un moyen intelligent de leur rendre l'appareil, en fait. C'est-à-dire de les remercier de ce qui fait l'existence d'une entreprise et de pouvoir partager au travers d'un moment qui est convivial, puisque je n'ai pas choisi chez Finarena d'y intégrer des moments de conseil ou de travail. Donc, on est vraiment dans la sur de l'adrénaline quand même, hein, les trois, là, c'est quand même des moments avec de l'émotion. C'est ça. C'est ça, de rester focus émotion, mais je dirais de vraiment mieux se connaître et de partager un moment de convivialité dont les gens se souviendront ensuite.
Merci Yvan, c'était Yvan Boutier au micro de Passion Patrimoine. Finarena, vous pouvez les retrouver partout et notamment sur le post que je fais chaque mardi pour vous présenter une société de gestion et surtout pour vous présenter une personnalité, une identité. Merci Yvan. Merci Karine. À très bientôt. À bientôt. En tant qu'à vous, je vous retrouve très très vite pour un nouveau Passion Patrimoine. Ciao ciao.